reggae, c'est Bob Marley? Quelle erreur! Direct Star lève le voile sur un univers tellement plus vaste que les dreadlocks. Non, non, non. Le reggae, c'est une véritable révolution culturelle venue tout droit de la Jamaïque, une île des Caraïbes de la taille de la Corse, au parcours musical inédit. Le reggae, c'est aussi une scène riche de centaines d'artistes qui ont conquis le monde entier, des punks anglais à la variété française. And that made me a mega star. Le reggae, c'est une musique qui évolue avec de nouvelles générations bling-bling qui côtoient roots et rasta sans complexe. Le reggae, c'est enfin un immense héritage culturel qui a nourri la musique moderne, à commencer par le hip-hop. It's very important that the cameras are rolling and that people can understand and see for themselves where we're coming from. Donc non, tout ne se résume pas à Bob Marley, mais c'est bien lui qui a montré la voie. My feeling about this music is that this music will get bigger and bigger and bigger and bigger and find its right people as it gets bigger. You understand? It shall grow. There's no end to this music, man. This music, you're going to put it up in your house, a placard, as one of the vehicles that help to free the people from this chain and bondage of oppression. Bob Marley a marqué des générations de musiciens qui aujourd'hui encore le considèrent comme un artiste unique. I was so in awe of Bob Marley. When I started a Bob Marley song, back then we had cassettes, you know. I started Bob Marley song. I wouldn't, out of respect, I would never actually stop the song in the middle. I would let it play to the end. Le premier disque de reggae que j'ai écouté, c'était Burning des Wailers. C'était entre 79 et 81, c'était dans les disques de ma mère. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi Carlos Santana, il y avait aussi les Beatles, donc j'avais le choix, quoi. Et c'est vraiment ce disque-là qui m'a interpellé. Bob Marley a été la première vraie star issue du tiers-monde. Son message universel a été entendu dans les coins les plus reculés de la planète, avec une popularité intacte 30 ans après sa disparition. Manu Chao m'a dit un jour un truc fabuleux, il m'a dit écoute, c'est simple, hein, tu veux aller dans le coin le plus dangereux du monde, t'as pas besoin d'une armure, t'as pas besoin d'un gilet pare-balles. Le meilleur gilet pare-balles que tu peux avoir, c'est un t-shirt avec la tête de Bob Marley dessus. Bob Marley, c'est pas seulement un artiste de reggae, c'est comme Bob Dylan, c'est comme Eminem, c'est comme les Beatles, c'est un artiste, c'est peut-être même encore plus que tous ces artistes-là. C'est quelqu'un qui, au fin fond du désert, en Afrique, ou en Inde, où qu'on aille dans le monde, va être connu et reconnu comme un auteur de chansons et un prophète. Il a une image qui est devenue une forme voilà, d'effigie un peu iconique. Les dreadlocks, le lion, cette espèce de représentation un peu africaine de l'homme, avec sa grande crinière de dreads, ça c'est quand même une image très très forte. Les hommages se succèdent, comme ici avec Lee Scratch Perry, et l'émotion reste intacte. Ce qui frappe, c'est que les chansons de Bob n'ont pas pris une ride. Il y avait cet artiste et ce disque en particulier qui s'appelle Catch Fire, qui m'a beaucoup intrigué à l'époque. Il m'a intrigué d'une part parce qu'il avait une pochette absolument invraisemblable. C'était un briquet qui s'ouvrait comme ça, un zippo, hein, avec une flamme. Alors là, le choc véritable, ça a été le son. Ça a été ce son de basse monumental qui est sorti de mes enceintes. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui a basculé en moi. Ce son incroyable naît de sa rencontre avec le producteur Chris Blackwell, qui trouve enfin sa star pour lancer le reggae à l'international. Il a eu l'idée géniale, quand il a sorti Bob Marley sur son label Island Records, quand il a sorti l'album Catch Fire, de remixer l'album pour rajouter une couleur un peu psychédélique, un peu psyché-rock, avec des guitares, des échos, des effets, quelque chose qui a fait que ce disque, qui était un disque sublime de reggae authentique, est devenu un album beaucoup plus métissé. Dans le mythique studio Tuff Gong, Bob Marley s'est investi dans un énorme processus de création, à raison en gros d'un album par an et de tournées triomphales. Bob sur scène, c'était la grande célébration. Je l'ai vu en 1975.
à Londres, la première fois, dans une salle qui s'appelle le Lyceum, donc qui est une salle un peu à balcon, un peu à l'italienne, où il y avait 2-3 000 personnes, c'est un peu l'équivalent de notre Olympia. Il était là, à quelques mètres, et c'était le début, c'était une révélation, parce que moi c'était la première fois que je voyais ce type dont j'entendais parler depuis un certain nombre d'années, et là je l'avais vraiment en 3 dimensions, en chair, en os, et en charisme absolu. Hein. 50 000 personnes se rassemblent ainsi au Bourget, en banlieue parisienne, en 1980. C'est la dernière apparition du prophète Marley en France. Nous sommes en train de sortir des gens qui étouffent. Soyez gentils, reculez. C'était la première fois que je voyais vraiment un concert multicommunautaire. C'est-à-dire que là, véritablement, se rassemblaient des gens qui, jusqu'à présent, culturellement, n'avaient aucun lien. Des gens de la communauté antillaise, des gens de la communauté africaine, des amateurs de rock. Tout le monde était là. Bob Marley est une figure immuable, le héros d'une révolution culturelle qui révèle des artistes géniaux au parcours musical remarquable. Le reggae est né des autres musiques. Le reggae est né du blues, du rock'n'roll. Dans les années 50, après la guerre, toute la musique que les Jamaïcains écoutaient venait des États-Unis. Ils captaient les radios de Miami, donc ils entendaient Elvis Presley, ils entendaient Buddy Holly, ils entendaient tous ces artistes-là, ils entendaient aussi Otis Redding. We used to really listen to the United States music, people that do R&B. I used to like Dionne Warwick well. I did a couple of songs, Long Day Short Night, Are You There to Another Girl, and I also liked Aretha Franklin, and I also liked Patti LaBelle, and then you had Diana Ross, and then you had Gladys Knight and the Pips. We used to rehearse these tracks and sing with the backup, without backup singers, so that's how we were brought up musically. Le géant voisin américain s'impose, mais il stimule aussi la créativité jamaïcaine. There was a competition because in those days you have funky and soul, you know, so Jamaican music, you know, we have to sing up to get to them because America was dominating the scene, you know, with all, you know, funky, ain't no funky, you know, and all. Get up and do it. Do it, do it. Come on now. Our music don't just come from the rhythm and blues alone, because we have our own culture. Now we have the mentor in Jamaica, the mentor.